Wesh YouTube, comment ça va? Moi, je te retrouve pour tenter de filmer une vidéo, mais clairement là, ça giboulette. Je pense que personne ne dit ça, mais vraiment on a du soleil, un nuage, du soleil, un nuage, donc je vais tenter de rendre la chose à peu près passable, mais vraiment je suis pas sûre du résultat. Pas grave. On fait avec. Aujourd'hui, je reviens pour te parler de mes dernières lectures et on va parler de Gatsby le Magnifique, de la Confrérie des Éveillés, de la suite de La Voix des Rois, de Lou Sonata, le premier tome, et pour finir de Si par bonheur de Becky Chambers. Et tu le sais, on commence tout de suite. On va commencer par le premier flop de cette vidéo. Je suis désolée, je n'ai pas aimé Gatsby le Magnifique. C'est donc un livre évidemment qui est extrêmement connu, qui est écrit par F. Scott Fitzgerald et qui est traduit par Victor Liona, que j'ai ici dans une vieille édition du livre de poche. Gatsby, c'est honnêtement pas un livre que je comptais lire, c'est pas un livre que je rêvais de lire. J'ai vu le film le second, donc avec DiCaprio, si je dis pas de bêtises. Je suis pas archi calée en acteur. J'avais vu le film que j'avais trouvé vraiment très cool et j'étais tombée sur le livre en boîte à livres et je m'étais dit écoute, je l'embarque, why not. J'avais genre 2 jours avant d'entamer une lecture commune, donc je te parle après. Je me suis dit parfait, il me faut un petit livre. J'ai mis genre 10 jours à le lire tellement je n'y arrivais pas en fait, et Dieu sait que c'est rare que vraiment je galère autant avec un livre, d'autant plus lorsqu'il est question d'un classique. Je suis vraiment toujours ouverte, même si l'histoire est un peu lente, même si tant que le style me plaît, tant que les je sais pas, j'arrive à toujours y trouver mon compte, même si je suis pas emballée. Là, vraiment, je n'en pouvais plus. Et je l'ai fini en livre audio, parce que je l'ai trouvé sur YouTube en livre audio. Et heureusement, parce que sinon, je pense que carrément, j'aurais abandonné, quoi. Le narrateur de ce livre, c'est Nick Coranway, il me semble. Et c'est lui, en fait, qui nous raconte l'histoire, et c'est à travers ses yeux qu'on fait la rencontre, qu'on fait la découverte presque du mystérieux Gatsby, qui est son voisin. Gatsby, on ne sait pas trop qui il est, c'est un personnage, oui, comme je te l'ai dit, relativement mystérieux. On sait qu'il est richissime, qu'il vit dans une immense demeure dans laquelle il organise très fréquemment de très grosses fêtes. Et puis c'est dans cette atmosphère d'après-guerre qu'on est censé suivre une histoire d'amour absolument passionnante. J'étais pas dedans du tout, j'ai pas réussi une seule seconde à rentrer dedans. Attends, j'ai un peu changé le cadrage parce que vraiment j'avais genre une tache de lumière sur la tête, ça m'énervait. Bref, mais elle est là encore. Je disais que je n'ai absolument pas réussi à rentrer dedans. Je m'attendais à retrouver, tu sais, le côté... je dis tu sais, peut-être que tu n'as pas vu le film, mais très édulcoré, très coloré tout court, des années folles, d'être prise dans le mystère autour de cet homme qui est Gatsby, même si, encore une fois, j'ai vu le film, mais je m'attendais à retrouver ces ambiances-là, et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé déjà que c'était extrêmement lent, extrêmement long, et pour rien, dans le sens où je t'ai dit, moi les longueurs, c'est pas quelque chose qui me dérange, dans l'optique où elles servent l'histoire. Tu peux passer 15 pages à me décrire la maison dans laquelle tu viens d'arriver, si celle-ci est importante et si les descriptions me permettent de vraiment m'ancrer dans l'univers, oui. Là, je n'y arrivais pas, vraiment, pardon, mais non. Je pense que le gros problème, à mon sens, c'était les personnages que j'ai tous trouvés extrêmement chiants, extrêmement plats. Je me suis attachée à personne, clairement j'en avais rien à faire de ce qui était en train de leur arriver, c'était le cadet de mes soucis. Et j'ai l'impression que la plus grande partie du roman, ce sont des dialogues qui sont interminables entre ces personnes de la haute société. C'est vide de sens, ils se disent des choses pour ne rien se dire. Vraiment, je me suis fait chier. Mais là, vraiment, ça ne l'a absolument pas fait du tout. Je te dis, ouais, j'ai trouvé ça extrêmement vide de sens. J'ai pas compris le propos. Et j'ai trouvé ça vide de tout, en fait. Je suis navrée. Je sais que s'il y a beaucoup de gens qui aiment ce livre, bah, pardon. J'ai pas aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Ah, là, j'ai aimé. Ensuite, j'ai lu La Confrérie des Éveillés de Jacques Attali, que j'ai là aussi au livre de poche. Oui, il est en train de perdre des pages. J'ai tenté de les recoller. Je les ai mal recollées. C'est immonde, c'est pas grave. C'est une histoire qui est très intéressante parce qu'elle se base sur des personnages qui ont réellement existé.
des penseurs de cette époque-là. Et Jacques Attali vient mêler ici donc l'histoire de ces deux penseurs. Il vient mettre en lumière une partie de leurs idées. Il retrace le parcours que ces deux hommes ont réellement effectué au cours de leur vie, en y ajoutant une espèce d'enquête, un thriller qui viendrait expliquer entre guillemets ces événements. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, il part de deux vrais penseurs avec une vraie partie de leur histoire, mais il y mêle une intrigue totalement fictive. Je t'explique. On est ici au XIIe siècle à Cordoue et tout d'abord on fait la rencontre d'un jeune homme juif. Juste avant le décès de son oncle qui était aussi un petit peu genre son mentor, celui-ci lui confie un secret et pas des moindres. Ce secret, il concerne un livre qui serait, je cite, le plus important jamais écrit par un être humain. Et ce livre, il faut qu'il le retrouve parce qu'en fait, il détiendrait de très grands secrets, de grandes révélations sur la science, la philosophie et les religions. Et ce livre permettrait en fait de donner les clés pour le vivre ensemble universel. Tu vois, en alliant les différentes religions monothéistes, il est clairement ici question des religions monothéistes, tout en s'appuyant sur des principes scientifiques, mathématiques et philosophiques. Bref, il se lance alors à travers l'Europe jusqu'au Maroc dans la quête en fait de ce livre. Et sur sa route, il va croiser le chemin de Maïmonide, un jeune musulman qui, lui aussi, est à la recherche de ce livre. Les deux vont se croiser à plusieurs reprises, échanger et surtout se rendre compte qu'ils sont suivis par une espèce de groupe qui tente de les freiner et clairement les dissuader d'arriver au bout de leur mission. Et ces gens, c'est la confrérie des éveillés. Voilà l'intrigue de base du livre, et autant te dire que c'est pas ce qui m'a plu dans le livre. Je suis pas très thriller, enquête policière, encore que, en fait, c'est juste que je n'en lis pas. Donc, je suis pas la mieux placée pour te dire si c'est bien fait ou non. J'ai trouvé que toute cette partie un peu enquête, mystère, elle était sympathique. Mais disons que je comprends qu'elle serve d'attrait pour le public pour découvrir cette histoire. Moi, honnêtement, elle aurait pas été là, ça m'aurait pas dérangé. Mais soit, c'était sympa. Why not? Par contre, tout le reste du livre, quel plaisir! Je t'ai dit, moi, ce sont des époques qui m'intéressent énormément. Ce sont des questionnements qui m'intéressent beaucoup, justement, je t'ai dit, les religions en général, la création des religions monothéistes, la manière dont elles se sont mises en place, les conflits qui en ont découlé, les ruptures que ça a créées, justement, entre sciences, mathématiques, philosophie, et ce que certains croyants voyaient comme étant la vérité. Enfin bref, c'est des questions qui me parlent beaucoup, et là, on est complètement là-dedans. C'est hyper intéressant, quoi. Comme je t'ai dit, les deux personnages principaux, ils sont inspirés de deux vrais penseurs et philosophes juifs et musulmans qui ont réellement existé et qui ont énormément écrit à leur époque. Et je trouve ça d'autant plus passionnant. C'est un roman que j'ai trouvé d'une très grande humanité. Et comme je t'ai dit, c'est un texte qui soulève bien des questions quant aux religions en fait, et comme je t'ai dit, aux sciences et à la place de l'homme dans tout ça, et à la place que l'homme a envie d'accorder à tout ça. Vraiment, j'ai trouvé que les réflexions étaient passionnante, je me suis régalée tout simplement. J'ai adoré le rapport entre foi et raison, où est-ce qu'on veut placer le curseur. J'ai adoré aussi la confrontation entre les pensées plus traditionnelles juives, musulmanes, vraiment d'un point de vue religieux, face aux philosophes grecs, comment le tout se nourrissait, comment en même temps ça se contredisait, oui c'est ça le mot, T'as compris, tout ça sur fond de guerre de religion, de montée en puissance de certains courants. Bref, c'est un très beau texte sur plein d'aspects, c'est un texte extrêmement intéressant comme je te le dis encore une fois. Et c'est un très beau texte pour moi sur l'importance de la liberté de penser, de la liberté de croire, de s'exprimer, mais aussi la puissance et l'importance encore une fois de la capacité de remise en question. Bref, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Kat et c'était très très cool de lire ça avec toi. Je te fais un énorme bisou si tu passes par là. La deuxième partie de La Voix des Rois des archives de Rochard de Brandon Sanderson que j'ai ici au livre de poche et qui est traduit par Mélanie Fazi. Quel plaisir! Suite de saga, je ne vais donc pas m'étaler indéfiniment sur ce titre. Tu peux quand même remarquer que j'avance bien mes sagas 1. Je sais pas si tu le vois, mais je suis pas peu fière. C'est un titre qui me donnait très envie, que j'ai laissé traîner parce que la première partie du tome fait 1000 pages, la deuxième en fait quasi 900, 2000 pages, un premier tome, voilà, faut avoir envie. Et j'ai déglingué la première partie et là, ça a été exactement pareil. C'est une lecture qui m'hypnotise.
Je trouve que c'est tellement bien fait, les personnages sont cool, l'univers est cool. Oui, il y a des longueurs, on va pas se mentir, mais comme je te disais en début de vidéo, c'est pas le genre de longueur qui moi me dérange. D'autant plus dans un livre comme ça, avec un univers riche, avec beaucoup de personnages, avec des intrigues aussi bien personnelles, politiques. Il faut des moments d'accalmie, tu vois. Si on est juste dans le conflit, les bagarres, la castagne, au bout d'un moment, c'est trop. Enfin, sur 900 pages, tu ne peux pas le digérer. Là, je trouve que c'est très justement équilibré et je prends un pied monstre. Moi, je me disais, oula, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Pas du tout. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais pas trop tarder. Enfin là, j'ai pas mal de lectures à faire, mais je pense qu'ensuite, je vais pas trop tarder à enchaîner sur le début du 2e tome parce que j'adore vraiment, je m'éclate. Pour te redire globalement et très brièvement de quoi ça parle, parce que de toute façon, j'en ai parlé dans un autre point lecture que tu peux retrouver facilement sur la chaîne. On fait la rencontre de différents personnages qui évoluent dans un univers... Voilà, ça commence. En fait, j'ai pas les termes, moi, pour te parler de ça. On suit plusieurs personnages. On va faire la rencontre, par exemple, de Shallan, qui est une jeune fille qui va partir très loin de sa famille pour tenter de sauver celle-ci en s'intégrant quelque part pour en dérober quelque chose. On a Dalinar, un chef de guerre qui perd un peu pied et en même temps semble se voir révéler de grands secrets. On rencontre aussi Kaladin, aka Babe, qui tente tout simplement de survivre et avec ses traumatismes du passé et dans la situation dans laquelle il est. Tout ça sur fond de conflits politiques, de guerre, d'intrigues, avec des artefacts qui procurent certains pouvoirs forcément à ceux qui les possèdent, et donc énormément de conflits autour de ceux-ci. C'est de la fantaisie où on suit plusieurs personnages. À chaque fin de chapitre, j'ai le seum de passer au personnage d'après en me disant mais là je m'en fous en fait de ce qu'est en train de vivre cette personne, je veux savoir ce qu'était en train de vivre Pierre-Paul Jacques. Et en fait au bout de 10 pages dans le nouveau chapitre, je suis giga embarquée, c'est extrêmement bien fait. Moi personnellement je suis fan. Deuxième déception, et c'est une vraie déception, j'ai lu Lou Sonata, le 1er tome, forcément de Julien Nil chez Glénat, et je ne suis pas convaincue. Lou, c'est, je pense, comme beaucoup de ma génération, une grosse partie de mon enfance, en fait. J'ai lu toutes les BD, et pas qu'une fois. C'est une petite fille à laquelle je me suis beaucoup identifiée, et pour qui j'avais énormément d'affection. J'ai toujours beaucoup d'affection pour la petite Lou. Et quand j'ai vu que Julien Nil nous proposait une 2e saison avec une Lou qui arrive à la fac, etc., je me suis dit, mais c'est génial. Bref, le temps a passé. Puis je pense que j'avais un peu envie de relire tous les Lou avant. Heureusement que je ne les ai pas lus, je pense que ma déception n'en aurait été que plus grande. Parce qu'on suit ici Lou qui du coup arrive à la fac. En fait, elle est prise à la fac, elle arrive dans son premier appartement. Elle est donc confrontée à la vie étudiante, mais aussi à la solitude. À ce moment où tu te retrouves pour les premières fois le soir seul chez toi, dans cet endroit qui n'est pas encore vraiment chez toi, où tu es partagé entre « yes, ça y est, je suis grande » et en même temps « ah, je me sens si petite ». Bref, je trouvais l'idée très très cool. Et en fait, je sais pas, ça n'a pas marché sur moi. J'ai trouvé ça un peu brouillon peut-être, un petit peu moins affirmé que ce qu'on va appeler du coup la première saison, que Lou enfant. Déjà j'ai trouvé ça et à la fois long et à la fois court. Je saurais pas comment te dire, il y a plein de passages où j'en avais strictement rien à faire. A contrario, il y avait des passages que je trouvais pas inintéressants mais qui étaient très vite balayés. Comme si on abordait plein de problématiques mais sans vraiment les aborder. Je sais pas. J'ai juste pas été embarquée et je pense qu'en plus de ça, mon impatience et ma joie de retrouver Lou n'a pas aidé parce que du coup j'ai été très vite en fait d'entrée de jeu un peu déçue par ce qui était en train de se passer et je pense que mine de rien ça a donné le ton pour le reste de ma lecture. Graphiquement j'adore, c'est un plaisir en fait de retrouver Lou, enfin c'est très très cool. Graphiquement ça m'a fait un petit tu vois. Je te dis, il y a des questionnements que je trouve cool, effectivement, ce début de vie adulte où on est encore dans la fin d'adolescence entre guillemets, le rapport à la solitude, aux autres, à comment on se place dans ce monde où on débarque en fait, du coup ce qu'on est, ce qu'on veut vraiment dans les études, dans la vie d'adulte, enfin bref, il y a des questions que je trouve très intéressantes, mais pour moi ça a manqué vraiment d'approfondissement et Lou m'a manqué.
J'aimais la petite Lou, j'aimais son côté espiègle, j'aimais son envie de découvrir le monde, j'aimais le fait qu'elle se pose plein de questions, mais qu'il y ait toujours un peu de... Je sais pas, là... Ouais, il m'a manqué un truc. J'aimais le côté très créatif qu'elle avait, qui là... Je sais pas, je pense que je lirai quand même le deuxième pour me faire un avis plus complet. C'était pas mauvais, hein, on s'entend, vraiment pas. Mais je reste avec un arrière-goût de déception, quoi. Dernier livre de ce point lecture, c'est Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, toujours édité chez La Talente et traduit par Marie Surgé ou Surgers, je ne sais toujours pas comment on dit, excusez-moi madame. Comme on se retrouve Becky, vraiment ça faisait longtemps, pas du tout, mais je ne m'en lasse pas, que veux-tu? Là j'attends la sortie en poche du 3e tome des Voyageurs et je le lirai dans la foulée, j'adore. Et celui-ci a continué de confirmer la profonde affection et la réelle attache que j'ai vis-à-vis du travail de cette femme. Dans ce petit texte, mais qui n'a de petit rien que la forme, on suit 4 astronautes qui partent en fait en mission, je crois qu'ils ont genre 14 ans de voyage ou 40. Bon, je sais plus, mais le voyage, il est très loin, quoi. Ils partent très loin pour explorer des planètes, 4 plus précisément, pour étudier en fait les organismes vivants qui se trouvent peut-être sur place. C'est du grand Becky Chambers et sur moi, ça fonctionne fois 1000 parce que moi, tout ce qui se passe dans l'espace, c'est pas mon truc. Alors là, tu vas te dire que rien n'est mon truc. Si, il y a plein de choses que j'aime. C'est juste que l'espace en soi, déjà, ça me procure un sentiment que je trouve extrêmement désagréable. C'est très intéressant, hein, je dis pas, j'ai regardé plein de documentaires sur l'espace, oui, c'est passionnant, mais disons que moi, là, comme ça, non. En plus de ça, je suis giga claustro. L'idée d'être enfermée dans un vaisseau, puis enfermée dans une station, puis enfermée dans un scaphandre, vraiment, rien que de le lire, rien que de regarder les films là où ils sont dans les... J'étouffe, je peux pas, moi j'ai besoin d'air, j'ai besoin de vent. Et pourtant, très vite, Becky Chambers, elle m'attrape et eh bien, elle ne me lâche plus. De toute façon, je trouve qu'une des très grandes qualités de cette autrice, pour le coup, c'est sa capacité d'accompagnement du lecteur. Je trouve qu'elle prend soin de son lecteur sans trop le ménager non plus, mais... oui, je trouve que sa plume et sa manière d'aborder l'histoire est très accompagnante. Elle te prend par la main et elle te guide là où elle a envie de te guider. T'es pas lâché comme ça dans le vide et tu patauges, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus, oui, accompagnant. Je me répète, mais en fait, c'est le bon mot. En plus, je trouve qu'elle arrive à donner une espèce de sensation de simplicité sur des choses qui sont très complexes. Mais en fait, comme elle revient à l'essentiel de ce qui est en train de se passer. Je sais pas, tout a l'air très simple, tout a l'air très compréhensible, même quand il me parle de science pendant des pages et des pages. Encore une fois, ça aussi, tu sais, moi je suis littéraire, compliqué. Là, pas du tout. En fait, tout est dans les détails. Ça semble simple, ça ne l'est pas. Ça semble tendre, ça ne l'est pas. Et j'aime profondément sa façon de jouer comme ça. Avec les choses. Comme d'habitude, comme dans tout ce que j'ai pu lire de Becky Chambers pour l'instant, il se passe pas grand chose. Et pourtant, à la fin du livre, j'ai pris une claque. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Clairement, je ne vais faire qu'encenser ce texte, mais parce que je ne lui trouve pas de défaut comme les autres textes de Becky Chambers. Tout fonctionne sur moi de A à Z. J'aime tout pour l'instant de ce que cette autrice propose. C'est sensible, ça dénonce sans être moralisateur, ça met le doigt sur des choses, encore une fois, qui sont essentielles, qui paraissent tellement simples, mais qui sont loin de l'être. Ça invite à la réflexion, mais avec beaucoup de douceur. C'est profondément humain, c'est encore une fois tellement sensible, c'est à la fois humaniste et intimiste, et je trouve que la manière dont elle gère l'équilibre de toutes ces contradictions, et c'est juste parfait, et je suis encore une fois conquise. C'est une très belle réussite ce texte-là. Il me marquera moins que Histoire de moine et de robot, là, je ne sais jamais le nom de cette duologie, mais qui est un des plus gros coups de cœur de ces dernières années pour moi. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir lu, et pareil, texte que je prendrai grand plaisir à relire et que je conseille à tout le monde les yeux fermés. Becky Chambers, tout simplement, merci madame. Et bien voilà, je te retrouve pour la fin de cette vidéo quasiment dans le noir. Vraiment, ça giboulette, on a dit, c'est comme ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si tu as lu certains de ces titres. Si tu as adoré Gatsby, vraiment, je suis désolée. Pareil pour Lou.
Mais oui, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en as pensé, si tu en as lu certains. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Pour ma part, je te retrouve très bientôt et d'ici la prochaine fois, prends soin de toi.